Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoires mystiques. Donc s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonjour, je raconte mon histoire, c'est pour aussi sensibiliser les jeunes comme moi. Je suis avec mes collègues au travail, tellement elles apprécient leur gars et tout. Ça montre de la vie d'être en couple tellement que j'ai juste les dragueurs pas du tout sérieux. Voici alors ce que j'ai fait. On m'a donné l'idée de télécharger l'application Bado. Bado, c'est une application violette comme ça, où c'est sous forme de cœur, je sais plus, mais j'ai déjà supprimé. J'ai donc téléchargé Bado. Dans ça, j'ai rencontré un gars, il dit qu'il sort de Yaoundé, qu'il vient d'arriver à Douala. Effectivement, il m'a demandé de chercher la maison, j'ai cherché. Après, il m'a dit qu'il y a un agent immobilier qu'il aidait à chercher et il a trouvé un appartement. Il a donc fait venir ses choses de Yaoundé pour arriver ici à Douala. Il a déménagé, il s'est installé bien. Le soir, il me dit que finalement, je me suis déjà installé, donc on peut déjà se rencontrer. En retournant causer au téléphone normalement, mais pas encore comme les chéris et tout. On était juste des amis pour le début. Lorsque je suis allé chez lui pour la première fois, on était bien, on causait, on a fait connaissance. On causait comme si on se connaissait depuis et tout. C'est quand je crois qu'il était en train de saigner même. Il dit que on était tellement complices. Il dit et on se touchait, on était déjà loin d'eux. Sauf que quand il a voulu dire qu'il veut faire, il lui a dit non, je saigne. Moi aussi j'ai envie, mais je saigne. Il a laissé, il n'a pas compliqué. Mais sauf que on est dans la chambre, il se lève, bon, il part aux toilettes. Je le suis aux toilettes. On voulait se laver ensemble. Je le suis aux toilettes, je vois il a une bague au doigt. Je lui demande que pourquoi tu ne retires pas la bague ici pour te laver. Normalement, quand on veut se laver, on retire les bijoux. Sinon, c'est peut-être ça va se gâter. Il dit non, c'est rien, c'est rien. J'ai dit peut-être, ah, il ne veut pas juste enlever. Mais sauf quand on veut dormir, il a encore la même bague. Je dis, mais le gars, si il pense que je vais toujours avaler l'histoire qu'il ne veut pas retirer là. Il a donc voulu me toucher. J'ai dit que non, si toi tu ne veux pas retirer la bague là, moi il ne te connaît pas. Bon, c'est normal que je sois méfiante. Retire la bague, tu déposes sur le cheveu de lui. On dort comme ça, avant que tu me touches. Il a enlevé, il a déposé. La nuit, il dort. On dort bien. Le matin, il se réveille, il dit que c'est comme si le bailleur en haut, il prie trop la nuit. On a dormi ensemble, j'ai pas entendu la prière là. Lui seul, il a entendu la prière du bailleur la nuit. Et puis, il se réveille. À part ça, il me dit que tu as rêvé de quoi? Il me demande ce que j'ai fait comme rêve. J'ai voulu un peu tourner, mais comme c'est la première fois, j'ai dit, ah, je vais aussi raconter mon rêve. J'ai essayé de me souvenir, mais je ne parvenais pas. Je sais juste que j'ai vu mon père dans les rêves. Et mon père était déjà décédé depuis, ça fait 11 ans. Et ça fait 7 ans que je n'ai plus jamais rêvé de mon père. Je lui ai dit, quand tu rêves souvent de quelqu'un qui est mort et que tu as pu rêver de lui depuis longtemps, ça veut dire que il vient pour te protéger ou c'est la prévention. Il dit oui, peut-être c'est ça.
Et tu ne te souviens pas de ton rêve? J'ai dit non, je ne me souviens pas. Et réellement, je ne me souvenais pas. Ça, c'était la première nuit chez lui. C'était tellement bien de rester avec lui que je suis revenue après, le lendemain. Je suis rentrée du travail, je suis allée le voir. Le deuxième jour, je suis au salon avec lui. On regarde, c'était le match qui jouait, le match des Lions, où ils ont marqué 3-0 là. Récemment aussi. On reste, le match se termine, il me regarde, il me dit, tu ressembles à ta mère. Quelqu'un que tu vois pour la deuxième fois. Tu n'as jamais parlé de ta mère, de ta famille, de tes parents avec lui. Rien du tout. Il se lève un jour comme ça, un beau jour, et te dit que tu ressembles à ta mère. Et il ne savait pas. Il ne savait pas si je ressemblais à ma mère ou pas. Il aurait pu dire que tu ressembles à ton père ou il pouvait me poser une question. Non, mais il affirme carrément. Il ne me pose pas de questions. Hein. Il affirme que je ressemble à ma mère. Du coup, je lui dis, c'est quoi? Pourquoi tu parles avec tant d'assurance? Est-ce que tu me connaissais avant à Yaoundé? Il dit non. Il sourit, il tourne sa tête. Il dit qu'il part téléphoner. Moi, je suis là, donc je commence à sciencer. Je dis que le gars, si, où il regarde dans sa boule magique, je ne sais pas. Il est dans le téléphone, il s'éloigne. Je vais à la fenêtre pour essayer d'écouter ce qu'il est en train de dire au téléphone. Il dit que elle est naïve. Elle n'a même pas cherché à savoir qui je suis. C'est la seule phrase que j'ai entendue. Il était déjà à la fin de sa conversation. Quand il revient, je lui dis que pourquoi tu as dit que je ressemble à ma mère? Tu as une boule magique où tu regardes les gens. Parce que même avec ta bague là, il a l'impression que tu es dans les choses bizarres. Il dit que non, comment je suis pas dans les choses bizarres. Même ma mère pense que je suis dans les choses bizarres. Bon, sa mère à lui. Je laisse, non. J'ai laissé tomber. On dort dans la deuxième nuit. La nuit, il veut dormir avec la bague. Je dis que non, il retire. C'est comme ça qu'il retire. Il dépose. Il s'endort en fait. Il s'endort. Je lui dis que non, ne dors plus sur le dos. Parce que quand je dors sur le dos, tu poses tes mains comme si tu étais dans la tombe. Moi, je n'aime pas la façon que tu dors là. Il a donc accepté. Il s'est retourné sur le ventre. Même jusque-là, il dort. Dès que je veux un peu dormir, je ferme mes yeux. Il ne sait pas qu'est-ce qui m'a tapé la cuisse. Je me réveille en sursaut. Je vois qu'il a repris la même position de comme s'il était dans la tombe là. Il est en train de serrer ses mains. Il serre les poignets de ses mains comme s'il est en train de boxer quelqu'un, je ne sais pas, mais il était les poignets vraiment serrés. Je le secoue, fatigué, il ne comprend pas. Je l'ai secoué au moins 4 fois dans la nuit. Tu secoues quelqu'un, il ne bouge même pas. Il est comme scotché. J'ai commencé à entamer les prières. J'ai mis une chanson religieuse. J'ai entamé les prières. Moi, je suis pentecôtiste. J'ai entamé une prière là-bas que je ne sais même pas. Il a commencé à bouger quand j'étais en train de prier. Il a bougé. Puis quand il se retourne de l'autre côté du mur, j'ai entamé l'adoration pour dire merci au Seigneur. Même si je suis en train de pécher, au moins il m'a protégé. Et dit merci Seigneur de m'avoir protégé. Puis maintenant, le matin il se réveille, je lui dis que la façon que tu as dormi encore aujourd'hui là, j'étais même secoué la nuit, est-ce que tu as ressenti? Il me dit non. Je lui dis que dis-moi la vérité, est-ce que tu es dans les choses bizarres? Parce que moi je suis en train de ressentir ça fortement. Je ressens et vraiment je ressentais. Il me dit non, que c'est sa femme qui est dans les choses bizarres. Il dit que mais tu avais dit que tu es divorcé, non? Il dit que on est seulement en séparation parce que oh, il y a des problèmes. Elle est à Yaoundé. Je lui dis que ok, même si tu es marié, ce n'est pas un problème. Et tu me dis que c'est ta femme qui est dedans. Si ta femme est dedans, ça veut dire que toi-même tu es dedans. Si tu connais ces choses, ça veut dire que vous êtes pareil. Il me dit non, ce n'est pas parce que tu es dans ça que tu es méchant. Je lui dis que soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Et si ce n'est pas Dieu que vous priez, c'est forcément le diable. Il n'y a pas 3 options.
il ne dit rien. Moi, étant têtu, je repars la troisième fois. Sauf que la troisième fois, il me regarde longtemps, il me dit que j'ai beaucoup de chance. Et que depuis que les 3 jours qu'il avait moi, il a eu une promotion au travail. Quand il m'a dit ça, il m'a refroidi. Je n'ai pas pu dormir la troisième. J'ai inventé un truc que je sors. Maintenant, comme c'est fini comme ça, j'ai une impression qu'il m'a tiré quelque chose en moi. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit que je suis dans une situation que je ne sais pas s'il ne parle pas. Depuis 3 jours, je ne veux pas parler, mais le tout, si ça fait une semaine, je veux parler. J'appelle ma mère, je lui dis que voici comme ça, j'ai rencontré un homme, il est comme ça, voici ce que j'ai vu chez lui. Elle me dit que, et tu perds le temps, tu ne me dis pas. Elle a donc entamé, c'était aux environs de 2 heures, elle entame une prière avec mon frère, elle a envoyé mon frère qui vit avec elle. On entame une prière, elle me dit quoi faire, comment. Pendant qu'on est en train de prier, on a prié 2 heures de temps, il était déjà à 4 heures. On est en train de prier à 4 heures. Pendant la prière, le gars appelle avec insistance. Comme je ne réponds pas, il va à WhatsApp. Il m'envoie le message. Tu es où? Tu fais quoi? Dis-moi, je viens chez toi. Tu es où? Tu fais quoi? Dis-moi, j'arrive. Peu importe où tu es, je vais venir. Dis-moi où tu es. Indique-moi la maison. Tu es en train de faire quoi? J'ai dit que je suis en train de prier. Il l'accentue, il appelle, il fait qu'appeler, il dit que réponds, non. Réponds, tu pries comment? Tu fais quoi? Dis-moi, là où tu vis, je viens. À 4 heures, tu vas te lever pour aller chez une femme. Elle n'est pas malade, rien, tu vas te lever pour aller chez une femme. On va dire que je suis psychopathe, mais je sais qu'il y avait quelque chose. Je ne suis pas psychopathe. Comme il a commencé à tirer ses chances sur moi, il voulait terminer parce qu'il n'a pas pu terminer sa chose. Apparemment, j'étais naïve. Il pensait que j'étais naïve. Je lui ai dit, non, je ne peux pas t'indiquer le chez moi. Je n'invite pas les hommes chez moi. Il se fâche. Comme ça que le jour là passe. Le lendemain, il ne fait que insister. Il filme les endroits pour demander que c'est ici la route de ta maison. Je dis que je ne connais pas. Il part comme il ne connaît pas Douala, il filme les endroits, il avance, il filme. Il avance, il filme, il m'envoie. Il dit que c'est la route de ta maison ici, dis-moi. Il dit qu'il m'a cherché la torche dans tout Douala. Je ne répondais plus à ses messages. Jusqu'à ce qu'il me dise que je sais que tu pries. Tu as eu la chance. J'ai compris que Dieu m'a protégé et ma mère est toujours aussi avec moi. Pardon, on doit faire attention. Le dehors est bizarre. Et c'est presque la fin d'année. C'est la fin d'année. Les gens, ils veulent déjà vendre les autres. Pardon. Merci aux jeunes qui font très attention. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG TV, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à notre petite communauté DMG TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 10 octobre 2023. À l'instant je viens de me connecter sur mon compte Meta. Bon, moi je suis une fille qui aime bien les réseaux sociaux, surtout à la job. Voilà, j'aime bien me connecter, histoire de voir si je n'ai pas manqué au monde. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui lorsque je me connecte, à l'instant même, je tombe dans le fil d'actualité d'une amie à moi. Donc pas une amie, mais une amie, comment dirais-je, que je suis sur le Meta. Et donc elle avait dit de faire très attention aux, comment dirais-je, aux maisons qu'on souhaiterait louer, le soir dans lequel on veut entrer. Il faudrait qu'on prie beaucoup et qu'elle allait nous expliquer la suite en commentaire. Donc la jeune dame dit que ça faisait un bon moment maintenant, peut-être si à 7 mois, ils avaient aménagé dans un quartier d'Abidjan que je vais taire le nom, voilà, pour ne pas, je ne peux pas avoir les problèmes, donc je pouvais taire le nom. Et donc ils ont aménagé dans cette commune-là. Et depuis qu'ils ont aménagé, vraiment, ça n'allait pas trop. Parce que quand ils étaient les nuits, surtout les nuits, lorsqu'ils sont couchés dans la chambre, ils entendaient des pas dans le salon. Et souvent, des respirations, mais une forte respiration. Et donc, c'était toujours comme ça. Lorsqu'ils ont eu à faire la remarque à maintes reprises, ils ont eu à interpeller le bailleur. Mais sauf qu'il n'a jamais réagi, il ne donnait jamais suite.
On ne sait pas si c'est lui qui faisait, mais vraiment, il n'a jamais réagi. Comme un autre bailleur pour venir s'inquiéter, rien, c'était toujours pareil. C'est le genre de fille qui ne compte pas sur l'homme. Donc, ce qui fait que quand son homme sort le matin, elle aussi, elle sort pour aller, comment dirais-je, se chercher, comme on le dit chez nous encore du Nord. Mais sauf que depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison, rien ne va. Ils font toujours hôpital, maison, maladie en un point fini. Ces activités aussi ne bougent pas. Rien ne va. Donc, étant donné que c'est une jeune dame chrétienne, on suppose qu'elle a eu à, comment dirais-je, parler de ça dans son église. Et donc c'est comme ça son homme de Dieu a commencé à prier pour eux. Et lorsqu'il est rentré dans les moments de gêne, il a dit que Dieu lui avait montré quelque chose. Donc c'est comme ça hier, à 2h du matin, l'homme de Dieu en question est venu. Et il a dit que vraiment, il y a des choses qui sont enterrées sur les dalles de les maisons. Ça ne peut pas rien aller. Et donc c'est comme ça le monsieur, l'homme de Dieu a eu à, selon je sais pas, selon la localisation que Dieu lui a fait, il a eu à aller, comment dire, sur la dalle et il a déterré quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose d'effrayant. Elle nous en passe les détails, mais vraiment. Lorsqu'il a eu à creuser, qu'est-ce qui est resté de la terre? Une chouette. Et la chouette était encore vivante. On a vu les images les plus curieuses, je vous enverrai ça sur le groupe Telegram. La chouette était encore vivante. Vous imaginez, vous vivez, vous dormez avec une chouette qui est enterrée devant votre dalle. Ce qui fait que rien ne va dans votre vie. Les activités n'avancent pas. Hôpital, maison, l'argent ne s'assoit pas. Tiens, il y a, comment dirais-je, une chouette qui est enterrée là. Et quand il a creusé plus fort, il y avait, je sais pas, une sorte de médicaments traditionnels, je ne sais pas, les écorces que nous avions bien utilisées. Voilà, il y avait aussi ça avec un paquet d'escargots. Pourtant, l'escargot, nous le savons très bien que lorsque nous voyons des escargots dans nos rêves, c'est significatif. Voilà la lenteur dans tout ce qu'on entreprend. Et donc vraiment, ça l'a tellement choqué. Ça l'a tellement choqué que je lui ai dit, on lui envoyait beaucoup de force. Mais moi, étant donné que j'aime le béret mystique, je me suis dit, bon, je vais partager ça avec notre communauté DMG TV de tous les raisons. Alors, il faudrait qu'on fasse très attention. Le bailleur n'a pas encore donné de suite. On ne sait pas si c'est lui qui a fait ça ou bien si c'est un autre locataire jaloux. On ne sait pas. Mais en tout cas, impossible pour eux qu'ils continuent de rester dans cette maison. Impossible. Donc, faisons très attention. Assainissons les maisons. Prions, peu importe notre appartenance religieuse. Tu vois une maison, tu as envie d'entrer, tu prends ton guide spirituel, il vient, il fait, comment on dirait, ce qu'il a fait et puis tu entres. En tout cas, les images sont vraiment choquantes, ça fait peur. Donc à cette allure où nous sommes là, c'est de ne même plus rester, comment dirais-je, la solution serait d'avoir sa maison pour éviter tout ça. Et donc c'était l'histoire que je tenais à vous partager. On commente, on partage et on s'abonne. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page DMG TV Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci. Bonsoir DMG, bonsoir la team, bonsoir. Partageons, likons, commentons. Vraiment, l'émission est là pour nous, pour l'humanité, pour notre propre culture, pour notre propre avantage. Vraiment, merci pour cette collaboration. Je vais encore raconter cette histoire puisque je l'avais envoyée pour la première fois. Elle n'avait pas été bien écoutée par le laboratoire. C'est là où vous m'avez renvoyé le message en me disant que je renvoie l'histoire. Vraiment, merci pour cette collaboration. Bon, en fait, l'histoire que j'avais racontée et que je suis en train de raconter, c'est l'histoire qui s'est passée dans mon village au Congo-Brazzaville. En effet, il y avait deux messieurs qui étaient des amis, vraiment des amis presque inséparables. Il est arrivé un temps, l'un qui s'appelait, que je vais nommer Alpha,
travaillait dans un élevage de volailles. Et l'autre que je vais nommer Beta, lui, il avait comme activité principale, il faisait le maraîchage. En plus, il préparait les beignets locaux, les beignets africains que nous appelons chez nous ici les patachous. Maintenant, constat fait, celui qui travaillait dans l'élevage des volailles était à la fois volailler, en même temps gardien, donc il travaillait presque seul dans cet élevage-là. Il logeait sur place, puisque l'élevage était un peu isolé du village. Il logeait sur place, il pouvait faire les 100 pas dans le village et quand il a fini sa tâche journalière. Mais de temps à autre, son copain que j'ai nommé Beta fréquentait son ami au sein de l'élevage. Alors, constat fait, à tout moment, quand il avait la visite de Beta, à tout moment, quand Alpha avait la visite de Beta dans son élevage de volailles, il constatait des pertes considérables des œufs, quelques têtes de poules, mais surtout les œufs, n'en parlons pas. Non, Dieu merci que le type, le patron de cet élevage-là, avait plusieurs activités. Bon, il ne comptait pas trop sur cet élevage-là, sinon il devait même sanctionner ou virer Alpha qui s'occupait de l'élevage. C'est comme on a toujours dit chez nous de coutume, 9 jours pour le voleur, 10e pour le voleur. Il est arrivé un jour de mercredi. Effectivement, c'est le jour du marché chez nous au village. Alpha reçoit la visite de son ami Beta. Beta, comme il fait le maraîchage, donc il est venu prendre ou acheter les fientes pour aller aménager son jardin. Non, pendant que Alpha causait avec Beta au sein de l'élevage, en dehors des bâtiments d'élevage, il causait avec son copain, il demandait les nouvelles du village, les nouvelles de la famille, ça rigolait. Subitement, Alpha entend le bruit dans le bâtiment d'élevage. C'est comme si les poules avaient peut-être vu quelque chose d'étrange. Donc ils ont alerté. Ils ont alerté. Les poules d'élevage, dès qu'il y a un corps étranger, il y a toujours l'alerte chez eux. Ils ont alerté. Hein. Alpha dit à Beta, non, attends-moi, je veux d'abord voir pourquoi ces poules-là font du bruit. Quand Alpha arrive à l'entrée du bâtiment d'élevage, il voit un gros python en train d'avaler les œufs des poules. Un gros python. Alpha s'est retiré. Il est parti dans le magasin là où il gardait ses outils de travail, notamment ses machettes, des pelles, et comme ça il a pris une machette. Quand il a pris la machette, son ami qui lui a visité, son ami qui causait avec lui, Beta, lui pose la question, Alpha, qu'est-ce qui ne va pas? Alpha dit, j'ai vu un gros python dans le bâtiment d'élevage. Du coup, son ami Beta réagit. Alpha, laisse, ne le tue pas ce python-là, ne tue pas. Alpha dit, mais comment tu un python qui vient m'avaler les œufs, tu ne veux pas que je le tue? Ah, directement, il est parti à battre le python. Son ami Beta qui lui défendait de tuer le python, pris de colère, il est pour lui partir. En tout cas, le monsieur, le volailler, a bien abattu le python là comme ça. Donc, il a disséqué le python comme ça. Après, il a fini sa tâche journalière, il a fini de nettoyer, il a nourri ses poules. Il s'est dit, tiens, comme aujourd'hui c'est le jour du marché, il doit peut-être aller vendre ces pythons là au marché. Bon, comme notre village est quand même éloigné, il est très éloigné du marché, il a pris l'occasion, il est parti vendre. Il a pris le moyen de transport, il a bien emballé le python dans le sac, très bien emballé comme une roue de voiture, bien emballé. Arrivé dans le moyen de transport en commun,
Il y a un monsieur à l'intérieur qui dit, ah, toi qui viens de rentrer là, tu es suspect. Toi, tu es suspect parce que tu as tué ton ami. Oh. Lui qui avait son piton bien emballé dans le sac. Ah, il n'a pas voulu faire un débat sans que il est resté calme, il s'est tué. Non, arrivé au terminus au marché, quand il a débarqué avec son colis, le même monsieur qui commençait à lui faire des. à lui emmerder dans le moyen de transport, lui suit. Et non, toi, ce que tu as dans le sac là, il n'y a que moi qui peux te vendre ça. Toi-même, tu ne peux pas avoir un client. Oh. Il a trouvé le métier là maintenant compliqué. Il était obligé de s'attacher au monsieur parce que ça, c'est des gens, des deals qu'il n'avait jamais fait dans sa vie, c'est des business qu'il n'a jamais, il ne sait pas comment on traite ça. Le monsieur a pris l'engagement, la paternité de lui vendre le produit. Le monsieur qui est venu dans le bus avec lui a récupéré le colis. Il a dit, viens avec moi. Arrivé dans le marché, il lui a laissé quelque part, dans un endroit un peu, pas vraiment dans le marché, mais dans un coin quelconque. Non, attends-moi ici. Le monsieur est parti avec le butin, il est parti quelques temps après, il revient. Il veut lui tendre 20 000. 20 000 francs. Oh, merci. C'est lui, pour lui, c'était déjà beaucoup passé. Il ne connaissait pas la valeur de la chose. C'est quelque chose pour lui, c'est tombé du ciel. Il a pris les 20 000 francs. Lui aussi, il a profité de faire ses quelques achats au marché. Il a fait ses achats. Après, il finit, il rentre au village. En rentrant au village, il s'est dit qu'il faut que j'aille voir quand même mon ami Beta, qui a été avec moi, bien qu'il n'a pas voulu que j'apporte le machin, mais je dois quand même aller lui donner aussi quelque chose. Le monsieur arrive chez son ami Beta. Son ami était déjà endormi. Autour de 18h. 18h, 19h. Il arrive, il voit madame, la femme de son copain, femme de Beta. Mais comment détail où non, ton ami vraiment, ton ami Beta dort. Oh, mais comment il peut dormir à pareille heure? Ah, il se sent pas bien. Il se sent pas bien comment? Cet après-midi, j'étais avec lui. Comment il se sent pas bien? Ah! Ah non, 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 non. Réveille-le, il faut qu'on se voie. Madame a essayé d'aller réveiller le monsieur. Le monsieur ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas descendre de son lit. Madame a appelé son ami qui était dehors. Ah, viens m'aider. Vraiment, ton ami, il est vraiment malade. Donc, viens me mettre la main pour que je puisse le sortir au salon. Le monsieur aussi courageusement, il est rentré dans la chambre de son copain. Il a tenu son copain qui n'arrivait plus à marcher. Il fallait tenir le mur, il fallait le soutenir pour l'amener au salon. Ils sont arrivés au salon. Le monsieur Alpha pose la question à son ami Beta. Oh, mais Beta, qu'est-ce qui ne va pas? Toi et moi, on était là, toi tu deviens malade comme ça. Alpha, et plutôt Beta répond à Alpha. Ah, Alpha, moi je t'avais dit, ne tue pas le python là. Tu n'as pas voulu me comprendre. Ne tue pas le python là. Tu as insisté. Je t'avais dit, ne tue pas, ne tue pas. Tu vois comment je deviens, toi, en tuant ce python là. Tu vois comment moi je deviens. Ah, tu deviens quoi? Et tu as tué le python, tu vois, je n'arrive plus à marcher, je deviens malade. Oh, son ami du coup était perturbé, stupéfait, compliqué. Ah, il a dit, bon, moi j'ai tué le python là, mais je suis venu, j'ai fait mes achats, je suis venu d'apporter quand même quelque chose. Puisque toi aussi tu as connu que j'ai abattu le python. Donc, c'est pourquoi je t'ai apporté un peu ta part. Il lui a laissé quelques billets de 2000. Il est reparti à son élevage, là où il était gardien et volailler en même temps. Lui, repartant à l'élevage là-bas, il s'est questionné, mais comment se fait-il que mon ami m'accuse qu'il est malade parce que j'ai tué le python? Donc, du coup, l'histoire devient compliquée, mystique.
Mais non. Quand le monsieur arrive à l'élevage, un jour, 2 jours, le troisième jour, son ami rend l'âme. Donc du coup, son ami avant de mourir, il avait dit à sa femme que c'est Alpha qui m'a tué. Alpha t'a tué comment? Madame aussi ne comprenait pas. Il a raconté à sa famille, Alpha m'a tué, si j'ai eu ceci, c'est Alpha qui m'a tué. Donc du coup, le monsieur, ça c'était le testament qu'il avait laissé, même ses enfants étaient un peu furieux, menaçants après la mort de leur père. Les enfants étaient furieux. Donc du coup, il s'avère que le monsieur qui avait comme activité la préparation des beignets locaux qu'on appelle les patachous, il avait des patachous très 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 améliorés, très vraiment délicieux. Ces beignets étaient même achetés en avance, avant même la préparation, les gens venaient déjà verser l'argent. Il avait une pâte très 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 consistante. Ces beignets étaient vraiment très achetés. Or, vérification faite, c'est avec les œufs qu'il partait prendre dans l'élevage de l'autre qui venait améliorer sa pâte. Avec les œufs qu'il partait prendre là-bas, qui venait faire des exploits dans le village. Des œufs mystiques qu'il prenait avec son piton et tout. Non. Après sa mort, les enfants ont commencé même à menacer son ami, qui leur père accusé que c'est lui qui a tué et tout. Alors, les notables du village ont essayé un peu d'analyser, ils ont scindé la situation. Ils ont coupé court en disant que c'est pas de sa faute, c'est un accident de travail. C'est un accident de travail. Bon, la morale de l'histoire, hein, il faut comprendre qu'on sait pas, on peut pas connaître autrui vraiment à 100%. On peut pas connaître qui est pour toi, qui est prêt à te nuire. Parce que si le propriétaire de la ferme était vraiment sévère, l'autre serait viré depuis longtemps. L'autre serait viré parce qu'à tout moment, il y avait une disparition considérable des œufs et tout. Or, c'est son propre ami qui venait le nuire. La morale de l'histoire, faisons toujours attention à notre entourage. Merci, likez, partageons. Likons, partageons. Plein succès à DMG TV. Merci. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour, monsieur DMG TV. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et salutations aussi à tous les téléspectateurs, les auditeurs qui, chaque jour, écoutent et aussi interviennent. Merci à tous. Mon nom, c'est Quentin. L'histoire, ça s'est passé dans la capitale économique du Nigeria, Lagos. C'est avéré qu'un soir, on était en train de travailler avec mes collègues. On a travaillé à une certaine heure, comme on avait des clientes un peu pressées, comme ces clientes-là devraient voyager le lendemain. Donc on est obligé d'essayer de les satisfaire en fournissant les habits avant minuit. Pour ça, on n'avait pas eu le temps de manger, d'acheter de la nourriture même. Comme on était dans un quartier un peu enclos, là, comme on appelle ça communément au Nigeria ici, estate. Et il s'est avéré qu'on a travaillé vraiment ce jour-là tard. Donc on n'a pas eu la possibilité de payer la nourriture, on avait vraiment faim. Donc comme on était dans un quartier un peu chaud là, donc on avait décidé de sortir pour aller dans un quartier un peu populaire. Le nom du quartier est Obalende. Et je vous souligne qu'au Balende, il y a 2 grands, comment on appelle ça, cimetières sur les 2 côtés des 2 routes.
Et il y a, comme on appelle ça, un camp militaire aussi qui est là. Un camp militaire, un camp de la police aussi, qui est aux alentours du cimetière. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais. Et puis aussi, le secrétariat aussi est là. Donc c'est un quartier un peu populaire que à une certaine heure tardive, tu peux trouver la nourriture, tu peux trouver beaucoup de monde. Et aussi les gens des autres pays aussi s'y trouvent. Donc c'est un quartier un peu populaire. Donc quand on va là-bas, on peut trouver aussi la nourriture aussi des autres pays. Là c'est comme ça. On est venu s'arrêter sur la route. On a eu une voiture qui venait vers le quartier au Balende. Alors, au chemin, on venait, on voyait que partout était vraiment calme, comme il se faisait un peu tard. Comme au Nigeria, les gens ont beaucoup peur. Il y a des endroits vraiment, c'est à partir de 19h, tu ne peux pas trouver quelqu'un. Donc, c'est sur les arrêts de bus ou bien arrêts de voiture. C'est-à-dire que dans les arrêts de bus, tu peux trouver au moins des personnes parce que le pays est tellement peuplé que pour trouver les moyens de transport facilement, c'est pas vraiment facile. Donc, comme je disais, on venait pour la nourriture au Balende. Avant d'y arriver à notre destination, en bas il y a un pont, parce qu'il y a un pont qui est là, qui traverse l'arrêt de bus. Donc on voyait une dame qui était assise là, qui était arrêtée plutôt, avec une grande assiette qui était ouverte et elle avait tellement de monde sur elle. Donc nous on pensait qu'elle vendait la nourriture, que nous aussi on va pouvoir aussi avoir de la nourriture là-bas pour manger. Donc on était un peu précipité. J'étais avec deux amis, Issa et Olivier. Donc on venait. Avant que on ne descende, on voyait que les gens étaient beaucoup. Et les gens dépassaient une trentaine de personnes. Ils étaient tellement beaucoup sur la dame. On disait que cette dame-là, peut-être qu'elle vend de la bonne nourriture. C'est pourquoi les gens sont beaucoup. Donc on venait. Bon, moi j'ai constaté que quand on s'approche de la dame, les gens diminuent. C'est-à-dire que les gens qui sont sur elle beaucoup là diminuent. On venait et on se posait des questions. C'est pourquoi est-ce que tu vois où les gens là vont? Donc on venait. Avant même qu'on arrive à son niveau, il restait seulement la dame. On n'a pas vu où les autres sont rentrés. Comment les gens ont disparu juste soudainement. Donc on a demandé et elle a couvert maintenant l'assiette. On lui a demandé madame, pardon, ouvre l'assiette. On va voir ce qui est dedans, ce que tu vends pour qu'on puisse en acheter. Parce qu'on a tellement faim. Elle dit qu'il n'y a rien dedans, qu'elle ne vend rien. On dit, et ces gens de personnes qui étaient ici, qui payaient, manger, qui payaient là, où on va regarder ce que tu vends pour qu'on puisse en acheter. Parce qu'on est tellement affamés que, pardon, il faut nous aider. La dame a commencé à se fâcher, s'énerver. Elle nous dit qu'elle ne vend rien, qu'il n'y a rien dedans, on n'est qu'à quitter là, on n'est qu'à quitter. Donc elle a commencé à être un peu agressive. Donc mon ami qui est de l'autre côté dit que si elle ne veut pas nous vendre, elle ne veut pas nous montrer, donc laissons en quitter là. On dit, il dit, elle n'est qu'à nous vendre. L'autre a dit que qu'est-ce que toi tu vends et puis on peut pas regarder. Faut ouvrir l'assiette là. C'est comme ça elle a commencé à être un peu agressive, elle a commencé à crier. On s'est respecté et puis on l'a laissé. On dit bon, attends, on va aller
l'autre côté parce qu'il y a une dame guinéenne qui vend du riz quelque part. On va aller vérifier si elle est encore là, qu'elle n'a pas encore fermé. C'est comme ça on l'a laissée. À notre grande surprise, avant même d'arriver à quelques mètres, comme 100 mètres, on regarde derrière, les gens ont regroupé encore comme auparavant. J'ai dit on n'est qu'à revenir pour voir ce qu'elle est, elle est dedans. Ce qui est dans les assiettes là. Ça, l'autre a dit que quelqu'un qui fait ce genre de réaction, tu dois savoir que c'est pas les gens de manger que nous aussi on doit manger. Donc on n'a qu'à éviter des problèmes. Donc c'est comme ça. On s'est respecté pour partir. Pour vous dire que souvent il y a des choses là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Parce que si elle a refusé de nous vendre, c'est que Dieu même nous a protégés parce que peut-être que c'est pas la nourriture des humains ou aussi des gens qui sont là, c'est pas des êtres humains. Donc il y a des choses vraiment dans la vie qui se passent. Et on allait trouver à manger. Comme il se faisait tard, il a décidé à ce qu'on ne s'asseye pas là-bas pour manger. Donc on a payé les choses et puis à notre retour, on a trouvé personne. Dans le même endroit, là, on a trouvé personne. Même la table, assiette. C'est comme si personne n'est venu manger là même avant. Personne n'a vendu quelque chose. On a trouvé un coin désertique. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans l'endroit. Donc ça, c'est l'histoire que j'ai vécue personnellement. Vraiment, les choses arrivent dans la vie. Donc faisons très attention. Vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. Partagez, aimez et likez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG, bonsoir tout le monde. Je sais à quelle heure est-ce que vous allez recevoir ou alors faire écouter ce voice. Je ne sais pas si ça va être en journée ou alors en soirée. Alors bonsoir ou alors bonjour pour ceux qui vont écouter aujourd'hui. Moi c'est Elise, je viens du Cameroun et je viens avec une histoire toute fraîchement vécue par mon voisin ici à Bonhomme-Sazy. Alors mon voisin récemment a vécu une expérience très traumatisante il y a de cela à peine 2 semaines. Il louait au niveau de Bépanda, pour ceux qui vivent au Cameroun, il louait du côté de Bépanda et il était dans un petit studio avec son épouse et puis ses 2 enfants. Son épouse n'était pas encore enceinte. Son épouse n'avait pas encore accouché autant pour moi. Il vivait dans ce petit studio avec son épouse, ses 2 enfants, plus le bébé à venir. Alors, étant dans le studio avec sa maîtresse, bon, c'est vrai qu'ils avaient souvent des expériences mystiques, des trucs qui se passaient, mais c'était léger. Comme il a l'habitude de saluer tout le monde, et que c'est un nordiste, mais nordiste chrétien, mais pas musulman, de saluer tout le monde, d'être courtois avec tout le monde. Et en passant, il conduit la moto. Il avait toujours des expériences bizarres, ça veut dire que soit vous êtes à la maison en train de dormir là, tu vas entendre les grincements en bas du lit. C'est comme s'il y avait une bête qui est en train de faire des bruits en bas du lit, ou alors tu vas entendre des bruits sur le plafond. Si c'est pas ça, la maison va être envahie par des cafards. Il y aura plein de cafards sur les murs. La nourriture. Sa femme m'a fait comprendre que quand elle a cuisiné le repas une fois, elle avait cuisiné, la fille de cuisiner aux environs de 12 heures. Elle a servi à manger aux enfants. Les enfants ont mangé.
Et aux environs de 16h, 17h, elle reçoit la visite d'un beau-frère du côté de son mari qui est arrivé là. Elle a desservi, elle s'est rendue compte que la nourriture était gâtée et il y avait plein de cafards à l'intérieur. Elle n'a pas compris comment est-ce que ça s'est passé. Alors elle se plaignait tout le temps chez la bailleresse, mais la bailleresse ne disait rien. Et les enfants également avaient toujours des maladies bizarres qu'on ne comprenait vraiment pas. Un jour donc, son époux, qui est mon voisin, il est sorti, il a allé pour travailler. Étant sur la moto, il apporte un passager. Le passager lui dit, le passager a donc entamé une conversation avec lui et il lui a dit vraiment le chez toi où tu vis, est-ce que tu es à l'aise là-bas et tout. Il dit bon, on n'y peut rien, hein. Bon, on fait avec. Il dit vraiment c'est pas un endroit pour toi, il faut beaucoup prier et tout. Il dit bon ok. Quand il a déposé le passager, il est rentré. Je tiens à rappeler que son épouse, elle, vu que sont les nordistes ici au Cameroun, les nordistes ont l'habitude de faire griller les arachides, de les mettre dans les bouteilles de cassab, puis elles s'en vont vendre. Son épouse était sortie ce matin, elle allait vendre. Lui, il avait travaillé dans la nuit. Vu qu'il avait travaillé dans la nuit, il fait de la moto, il avait travaillé dans la nuit. Il est rentré le matin aux environs de 8h. Quand il rentre aux environs de... Il est rentré aux environs de 11h, 12h. Autant pour moi. Je m'excuse pour l'erreur. Il est rentré aux environs de 11h, 12h. Quand il rentre aux environs de 16h là, il descend au quartier. Il se rend compte que sa bailleresse est assise avec certaines personnes du quartier, vu que c'était un samedi, ils sont tous assis là en train de boire. Alors il gare sa moto, puis il vient vers eux, il leur offre à boire. Il offre un tour, genre chacun une bière, ils étaient au nombre de 6 avec sa bailleresse. Il leur offre à boire une bière, il sort de l'argent, il paye et on le rembourse sa monnaie. Quand on le rembourse, il rentre, il s'en va chez lui. Et je raconte l'histoire, c'est lui qui m'a donné l'autorisation de le faire. Il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, le chez lui avait 2 portes. Il y avait une porte qui était la porte même pour entrer dans la maison, mais il y avait une seconde porte. Tu sens que avant c'était genre une maison qui avait été construite et cette porte-là menait directement à la grande maison. Donc du coup, ils avaient plutôt, au lieu de mettre les partons pour fermer, ils avaient plutôt décidé de laisser cette porte-là et puis de clôturer ça comme ça. Et ils ont fait une autre porte à l'extérieur. Donc cette porte-là existait. Il me fait comprendre qu'il est rentré ce jour après avoir donné à boire à sa bailleresse et certains membres du quartier. Il rentre, il garde la moto à l'ombre, il s'en va, il prend un bain, il a cherché une natte, il a déposé la natte au sol, il s'est couché avec le Bermuda pour essayer de s'endormir un tout petit peu. Quand il s'endort, sans faire 15 à 20 minutes de sommeil, il sursaute, il voit un serpent. C'est-à-dire, il voit un réel serpent qui est entré dans la maison. Et là, le serpent est carrément venu s'enrouler autour de son cou. C'est comme ça qu'il se lève, il se met à se débattre, il se débat corps et âme contre ce serpent-là. Et c'était pas n'importe quel serpent, hein. C'était un serpent énorme. Énorme. En bois en fait. Énorme. Avec une tête gigantesque.
Il s'est débattu. Le serpent cherchait à l'avaler. Et vu qu'il était en train de se débattre, le serpent l'a mordu partout. Il criait, il s'est mis à crier. Vu qu'il est midi, vous savez très bien qu'à midi, vu que c'est un samedi, il y a certaines personnes qui sont à la maison, qui ont fini de faire leurs travaux. Ils sont peut-être en train de faire une sieste. D'autres sont pas là, d'autres sont à la balade. Le peu de personnes qui étaient dans la cité sont sorties. Il y avait sa voisine qui n'avait pas vendu ce jour-là. Mamie Héros, donc cette femme, elle fait le repas, puis elle s'en va vendre. Elle n'avait pas vendu ce jour-là, elle était à la maison. Vu qu'elle ne se sentait pas bien, elle est sortie, elle a entendu les cris, elle est sortie. Elle voit comment son voisin, qui est mon voisin, est en train de se débattre. Il crie et tout. Elle dit, mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, le serpent, il m'a tué. Il parlait même à peine. Il a réussi à fuir, sortir de chez lui pour venir entrer dans le studio de la dame anglophone, celle qui vend le repas. Il est rentré chez elle. La dame essaye de le calmer parce que, je dis, ce n'est que lui qui voyait le serpent. Ce n'est que lui et lui seul qui voyait le serpent. La dame anglophone ne voyait rien. Les autres, la population qui est sortie, quand on a entendu qu'il y a un bruit et tout, les gens ont accouru, ils sont venus. Ils ne voyaient rien. Mais ils étaient surpris de voir que, au fur et à mesure, sur sa peau, il y avait du sang qui coulait. Pourtant, il ne se grattait pas, rien. Il essayait plutôt de se débattre. Il avait du sang partout sur lui. À un moment donné, on a dit non, il ne faudrait pas qu'on le touche et tout, laissons-le. Il se débattait seul. Son épouse n'étant pas là, on a essayé de contacter son épouse, vu qu'elle n'a pas de téléphone. On a dit bon, vu qu'on ne connaît pas sa famille et tout, il faudrait qu'on essaye d'aller où est-ce que son épouse va pour avoir son épouse. C'est comme ça qu'ils sont arrangés à Deido. Pour ceux qui connaissent Deido, au niveau de l'école publique, il y a des femmes nordistes là qui vendent des arachides. Son épouse, elle vend là-bas. Ils sont allés à Deido. Quand ils vont à Deido, arrivé à Deido, on appelle son épouse, on dit viens car c'est grave sur ton mari. Elle a tout abandonné, elle est rentrée. Quand elle arrive, son mari est toujours en train de se débattre. Elle demande ce qui ne va pas, ce qui s'est passé et tout. On lui dit non, voilà, et puis le serpent. Bon, pour finir, il s'est débattu jusqu'à ce qu'il a réussi à vaincre le serpent. Il a réussi à vaincre le serpent. Le serpent s'est déroulé de son temps et il est parti. C'est donc comme ça qu'il s'est écroulé. Il est resté endormi, assoupi pendant au moins 45 minutes. Je vous parle d'une histoire qui s'est déroulée. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que cela s'est déroulé. J'ai dit 2 semaines. 2 mois que ça s'est déroulé. Et il me l'a raconté, ça fait 2 semaines. Et maintenant, je lui ai dit qu'il y a une émission comme ci, auquel on raconte des histoires, ça sensibilise les gens et tout. Je lui ai demandé si je pouvais raconter. Et ce n'est que hier qu'il m'a donné son feu vert que bon, vas-y, raconte, ça peut sensibiliser et aider certaines personnes. Donc ça fait 2 mois, pour moi, qu'il a vécu l'expérience et ça fait 2 semaines qu'il me l'a raconté. Alors, il s'est assoupi. Quand il s'est assoupi, après peut-être 45 minutes, il est revenu sur lui, s'est réveillé. Son épouse l'avait oué avec le truc là et tout, d'après ce qu'il m'a dit. Elle avait bobé avec certains trucs traditionnels de chez eux au nord. Puis elle a essayé d'appeler les membres de la famille. Quand il s'est réveillé, les membres de la famille étaient là et tout. On l'a demandé d'expliquer. Il dit que bon, il est rentré, il a offert à boire
à sa maîtresse et certains garçons de quartier. Puis il est rentré à la maison. Il a pris un bain, il prend le mat, il s'allonge comme je vous expliquais tantôt. C'est pour ça qu'il voit le serpent entrer. Le serpent l'enroule autour du cou. Mais il est surpris qu'il est en train de crier le serpent. Personne ne voit le serpent. Il ne comprend pas. Justement, son épouse dit oui, ce n'est que toi qui voyais ce serpent et tout, et tout, et tout. La voisine également dit la même chose. Il voit dans les piqûres, les morsures sur lui et tout. C'est toutes ces morsures qui ont fait croire, qui ont finalement mené les gens à croire que lui, c'était vrai ce qu'il vivait. Alors, sa maman et son papa, vu que sa maman, elle est de l'Ouest, son papa, il est nordiste, on a dit bon, il faut qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire et tout, il faut que tu quittes là cette maison et tout, cette maison n'est pas bon. Il dit non, il ne peut pas quitter maintenant, il n'a pas d'argent pour aller prendre un truc et tout. On a dit bon, ok, on va donc voir comment on peut te donner des trucs que tu peux vivre dans la maison, ainsi de suite. C'est donc comme ça qu'on lui a donné des trucs, il venait dans la maison et il dormait un peu. Je tiens à rappeler que il m'a dit que la fin du mois était proche. Il devait normalement payer l'argent le lundi. La baillaresse qui avait l'habitude de venir parfois réclamer son argent, elle n'est pas passée. Le jour même, elle n'est pas passée. Le lendemain également, non plus. Le jour d'après, non plus. Il s'est déplacé, il a donné de l'argent à son épouse d'aller payer. Quand son épouse est allée payer, son épouse d'abord, parce que quand il m'a raconté l'histoire, j'ai également demandé à son épouse m'a confirmé que oui, c'est une expérience qu'ils ont vraiment vécue. Son épouse m'a fait comprendre que avant que cette situation n'arrive, quand son mari donnait souvent l'argent d'aller payer, quand elle partait payer, le mari de sa bailleresse, il est aveugle, il ne voit pas. Mais il disait toujours à cette dame que ma fille, il faut beaucoup prier. Prie beaucoup. Surtout toi et ton mari. Priez beaucoup. Parce que vraiment, il faut beaucoup prier. Et elle dit que le mari de cette femme était aveugle. Mais il disait ça. Le jour où son mari lui donne maintenant l'argent d'aller payer, après l'espérance que son mari a eue, il donne l'argent que bon, va payer. Elle arrive, elle donne l'argent à la dame. La dame ne peut presque pas prendre. Mais pour finir, elle a pris. Son mari dit, tu vois ce que je te disais. Le mari de la bailleresse dit, tu vois ce que je te disais. Non, le bailleur, il dit, tu vois ce que je te disais. Je t'ai dit de beaucoup prier. Chaque nuit avant de dormir, prie. Quand même en journée tu veux dormir, prie. Tu te réveilles le matin, prie beaucoup pour toi, pour tes enfants et pour ton mari. Tu as compris? Et oui, c'est pour ça qu'elle ne quittait pas. Elle retourne chez elle. La bailleresse ne passait plus jamais devant leur porte. Après l'expérience que son mari a vécue, la bailleresse ne passait plus jamais devant leur porte. Quand elle arrivait et qu'elle venait demander l'argent, elle peut passer devant toutes les autres portes, mais devant leur porte, elle ne passait pas. Nada. Elle esquivait comme la peste. Le mois qui a suivi qu'il devait payer, son mari a eu des difficultés. Elle ne devait pas chercher l'argent et tout. Jusqu'à 2 mois, quand il quittait de là, mais il a dit qu'il ne quitterait pas de là sans donner son argent. Il a eu tout l'argent, il est parti donner. Et il a dit qu'il libérait la maison. C'est donc comme ça qu'ils ont libéré la maison du côté de Bipanda pour venir du côté de Bonamoussadi. Ils ont trouvé un petit truc là-bas, ils se sont installés. Tout le monde du côté de Bipanda connaît cette histoire-là. Et on a finalement fait comprendre au mari que leur studio qu'ils avaient, toutes les personnes qui prenaient ce studio-là ont vécu la même expérience, la même chose que lui.
C'est juste que quand on est dans un quartier, on ne peut pas forcément dire que bon, voilà. Donc, voilà ce qu'il a vécu. Il est rentré et puis il m'a également fait comprendre que sa voisine, la femme anglophone également, avait aussi vécu pratiquement la même chose. Elle n'avait pas dormi de la nuit avec les attaques et tout. Mais j'ai dit bon, et elle est toujours là-bas. Elle ne part pas de là, elle reste toujours là. Donc la morale dans cette histoire, c'est que avant, quand vous cherchez une maison à louer, c'est seulement quand vous cherchez une maison à louer quelque part. Essayez également de vous renseigner. Si tu pars et que tu visites la maison, essaye également de te renseigner dans les alentours, car on ne sait jamais. Parce que je pense que c'est lui, il avait pris la peine de se renseigner quand il partait prendre la maison. Peut-être une information pouvait fuiter et quelqu'un lui dit bon, comme tu vois là-bas, il y a eu des expériences comme ça, comme ci, comme ça que les gens ont vécu et ça pouvait l'épargner de quelque chose. Mais grâce à Dieu, son sang a été plus fort que son esprit, autant pour moi, a été plus fort que sa maïresse et il est sorti indemne de cette situation. Au jour d'aujourd'hui, pour lui, c'est du passé et il a essayé d'oublier cette histoire. Donc, voilà, c'était la petite histoire que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je reviendrai avec plein d'autres histoires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter, liker, activer la cloche de notification pour avoir les nouvelles histoires à raconter, ainsi de suite. De surcroît, je vous souhaite une très belle soirée ou alors une très belle journée. Bisous à vous et merci DMG pour l'initiative. Merci, bisous à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la communauté. Et je constate que les histoires, les conseils qui découlent de ces histoires permettent d'édifier et de rendre beaucoup de personnes vigilantes. Cependant, il y en a toujours qui prennent ce risque malgré qu'ils écoutent les histoires des autres pour leur donner plus de conseils, pour leur permettre d'être plus prudents, plus vigilants. Force est de constater qu'ils continuent de prendre ces risques peut-être sans faire attention, sans réaliser. Il faut croire que le diable est malin. C'est pour ça que, en plus de ces conseils que les histoires nous prodiguent, il faut aussi beaucoup prier. Beaucoup prier. Encore une fois, merci pour tout. Alors, l'histoire que je vais vous raconter est l'histoire de ma nièce que je vais appeler ici ma fille. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui a rencontré ses camarades à l'école. Depuis le collège, elles ont passé le brevet ensemble. Ça s'est bien passé. C'était des camarades de classe. Tout se passait bien, comme on le croyait, jusqu'à ce qu'elles atteignent la classe de terminale. Et je précise que jusque-là, les parents ne se connaissaient pas. Les enfants étaient amis comme ça, ils se fréquentaient. Les samedis, elles pouvaient sortir, prendre une glace ensemble et revenir et tout. Mais les parents plutôt ne se connaissaient pas encore. Jusqu'à l'année où elles passent le bac et elles réussissent pratiquement toutes
sauf une seule pour qui le bac n'a pas marché. Mais là n'est pas le but de l'histoire. Donc on va continuer. Elles ont toutes le bac et elles sont orientées dans une autre ville, dans une école, ensemble. Ma fille et une de ses amies. Et donc, du coup, par la force des choses, avec la période du bac, les parents ont pu faire connaissance. Donc, les parents de l'autre fille ont suggéré que, étant donné qu'elles se connaissent depuis le collège, ça serait intéressant qu'elles fassent une colocation, surtout que les loyers étaient un peu chers et tout. Donc, du coup, en partageant les charges, ça revenait un peu moins cher. Donc, elles font la colocation. Et puis, à la rentrée, il y a ce qu'on appelle une journée de l'intégration dans les grandes écoles et les universités en général, qui permettent aux élèves, aux nouveaux, de faire connaissance avec les anciens, de choisir peut-être un parrain ou une marraine, ou un papa d'école, une maman, voilà, et de faire plus ample connaissance. Je précise que ma nièce a été éduquée d'une façon très, je dirais pas rigoureuse, mais très respectueuse de certaines valeurs. Ça fait que même étant étudiante, elle continue de demander la permission à ses parents. Ah, papa, maman, est-ce que je pourrais aller à telle fête? Est-ce que je pourrais sortir avec des amis? Et quand le papa a dit non, écoute ma fille, je ne te recommande pas de sortir, elle dit ok, parce que ce n'était pas dans ses habitudes même de sortir comme ça. Et elle ne sortait pas. Et même, je signale que quand elles ont eu le bac, elle a voulu aller fêter avec ses amis et son père a dit écoute, dans l'euphorie, il peut se passer plusieurs mauvaises choses, comme on a eu à le constater pour ceux qui ont un peu d'expérience. Donc, je préfère que vous célébriez votre bac une semaine après, en pleine journée. Vous pouvez aller prendre une glace ou bien vous faire un restaurant, manger ensemble. Donc, elle a dit OK. Donc, c'était pour dire que même pour des événements aussi importants comme ça, elle n'en faisait pas une histoire quand ses parents lui disaient « non, ne sors pas » et ainsi de suite. Du coup, je reviens à la colocation. Elles font la colocation. Son père accepte quand même qu'elle aille à la journée de l'intégration qui consiste à une fête. Donc, elle fait connaissance avec les autres, elles font une fête, tout. Et puis, elle rentre à la maison. Et pendant le cours de l'année scolaire, tout se passe bien. L'autre aimait beaucoup sortir. Presque tous les samedis, elle était partie avec d'autres amis de l'école, faire la fête et tout. Et par contre, ma fille, elle préférait rester à la maison tranquillement, à travailler ou bien à regarder la télé ou bien sur son ordi ou son téléphone. Et c'est comme ça que l'année a suivi son cours, l'année scolaire, jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, les résultats sont tombés, tout le monde passait en année supérieure. Donc, elles ont décidé, avec les amis, de se faire une petite fête dans une boîte de nuit. Alors, ma fille n'était pas très chaude. Comme je dis, elle n'avait pas l'habitude d'être fêtarde, elle n'était pas fêtarde. Mais on l'a un peu encouragée, on lui a dit, écoute, vas-y, c'est quand même pour célébrer une année de réussite. Donc, fais-toi plaisir et tout. Elle a dit, ok. Donc, elle part à la fête. Alors, dès qu'elle arrive à la fête, tous les autres amis sont tellement contents de la voir parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de la voir aux fêtes. Elle ne venait jamais aux fêtes. Donc,
l'attention de tout le monde s'est tournée vers ma fille et tout le monde était content de la voir arriver. Waouh, tu as pu venir, c'est super. Tout le monde était autour d'elle. Comment tu vas? Ça va, ça se passe bien. Du coup, son amie, je dis son amie qui était devenue sa colocatrice, était tellement énervée de cette marque d'affection des autres qu'elle a pris son verre et devant tout le monde, elle a renversé le contenu sur ma fille. Sans même faire semblant, elle a carrément renversé le contenu sur le visage de ma fille. Donc tout le monde était consterné, les autres amis étaient là, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? En fait, c'était de la jalousie, tout simplement de la jalousie. Donc les autres ont dit à ma fille, écoute, viens, on va dans les toilettes, on va t'aider à te nettoyer et tout et tout. DMG, elle n'a pas présenté d'excuses. Elle n'a jamais présenté d'excuses. Donc, la fête a suivi son cours. Du coup, ma fille a été beaucoup plus prudente, vigilante. Elle ne s'approchait même pas d'elle. Et comme on avait l'habitude dans la famille de donner des conseils pour dire aux enfants, quand vous partez aux fêtes, gardez vos verres entre vos mains. Si vous avez oublié d'attraper vos verres ou vos bouteilles et que vous revenez, ne buvez plus. Videz le contenu, prenez une autre bouteille, décapsulez vous-même et puis buvez. Donc, elle a doublé de vigilance. Et comme l'année scolaire était finie, chacune elles ont pris des horizons divers. Donc, l'autre s'est retrouvée dans une autre école, dans une autre ville. Ma fille également dans une autre école, dans une autre ville. Mais depuis ce jour, elle a compris le sens du mot vigilance. Et là, je peux dire que c'est la main de Dieu. Parce que imaginez qu'elle ait un couteau entre les mains. Elle aurait poignardé. Imaginez qu'elle ait un poison entre les mains. Elle aurait empoisonné. Et c'est ce qui se passe autour de nous en ce moment. Pour rien, je ne dirais pas pour rien, mais parce que quelqu'un est aimé, on va le tuer. On va lui porter préjudice. C'est pour ça que je termine mon histoire pour dire restons vigilants, soyons vigilants. Souvent, le danger ne vient pas de très loin. Il est à côté de nous. Et quand je pense qu'elles ont fait de la colocation pendant 1 an, qu'elles ont fait le lycée ensemble, elles ont eu à manger, à boire ensemble, à faire tout, je me dis, si ce n'est pas la main de Dieu, ça aurait pu être dramatique. Donc, je demande aux parents, parce que les jeunes ne réalisent pas trop souvent le danger autour d'eux, je demande aux parents de beaucoup prier pour leurs enfants, où qu'ils soient, de prier parce que c'est très important. Merci à vous DMG et à bientôt pour une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Voilà. Sinon, j'espère que vous avez envoyé vos histoires aussi sur le numéro WhatsApp à l'écran. Là, c'est le plus 237 55 81 90 17. Et voilà.